Bonjour à toutes et à tous. Alice Guéraud est ancienne responsable du plaidoyer de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Elle a écrit une tribune dans Le Monde dans laquelle elle ne mâche pas ses mots. Je vais la citer. Combien de temps allons-nous feindre la surprise face à des crimes si ordinaires? On va justement tenter de répondre à cette question puisque Alice Guéraud est notre invitée aujourd'hui. Alice, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on a beaucoup de choses à se dire, malheureusement, notamment suite à l'affaire Liana. C'est suite à ce drame que vous avez écrit une tribune dans Le Monde. Et vous le dites, hein, rien n'a dérogé à la règle. Qu'entendez-vous par là? Quand j'ai écrit ça, je voulais dire deux choses. D'abord, que rien n'a dérogé à la règle dans le traitement judiciaire des violences sexuelles faites aux enfants, dans l'affaire Liana, mais aussi que rien n'a dérogé à la règle dans la manière dont la société réagit à la mort de Liana. D'abord, sur le traitement judiciaire. On entend beaucoup parler de dysfonctionnement, que ce soit de la part des pouvoirs publics, mais aussi de la société de manière générale. On pourrait parler de dysfonctionnement dans cette affaire si elle ne témoignait pas du fonctionnement ordinaire de la justice. D'abord, on l'a montré à la Civise, les 3/4 des plaintes pour violences sexuelles faites aux enfants sont classées sans suite. Classées sans suite, ça ne veut pas dire que les faits n'ont pas eu lieu. En l'espèce, ça veut dire qu'aucune enquête n'a été menée pour parvenir à condamner le suspect. On a montré à la Civis que dans 70% des cas, lorsque les plaintes sont classées sans suite, aucun acte d'investigation n'a été mené. Un acte d'investigation, c'est par exemple auditionner le suspect ou consulter le téléphone du suspect. Par ailleurs, on sait que 3% seulement des plaintes pour violences sexuelles faites aux enfants aboutissent à la condamnation de l'agresseur. Donc l'ensemble des dysfonctionnements présupposés qui sont révélés dans cette histoire sont en fait un état des lieux extrêmement négatif du traitement judiciaire des violences sexuelles faites aux enfants qui a été dressé par tout un ensemble d'acteurs et d'actrices depuis longtemps et notamment par la Civise dans son rapport de 2023. Alors, vous le dites, hein, même si vous n'aimez pas employer le terme dysfonctionnement, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs grossières, hein, dans l'affaire Liana. Jérôme Barla, vous l'avez souligné, il y a eu plusieurs plaintes, plusieurs signalements, des affaires où il n'a même pas été entendu, des affaires qui ont été classées sans suite. C'est clair, les erreurs dans la justice sont grossières. Mais pourquoi vous considérez que les problèmes est beaucoup plus profond qu'une simple erreur de justice? Parce que, encore une fois, on pourrait parler d'erreur si ça n'était pas le fonctionnement ordinaire de la justice. L'impunité des agresseurs, quand on parle de violences sexuelles faites aux enfants, comme quand on parle de violences sexuelles faites aux femmes, est le symptôme de notre système. On entend beaucoup parler ces derniers jours et depuis quelques années déjà de violences sexuelles systémiques, de dysfonctionnement systémique. Mais on oublie, de mon point de vue, bien souvent de nommer le système. Un système, c'est précisément le fonctionnement ordinaire d'une société. Et notre société tolère largement, et depuis très longtemps, les violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes. Et aux femmes. On va rentrer dans le vif du sujet. On peut clairement lier l'affaire Liana à la domination patriarcale, finalement. Absolument. Je crois que la mobilisation des associations féministes dès les années 70, en France notamment, pour politiser la question du viol, pour faire comprendre à la société que le viol n'a rien d'une pulsion ou d'un accident, mais qu'il est l'expression d'un rapport de pouvoir, d'une prise de pouvoir d'un agresseur sur une victime, que ce soit un enfant ou une femme, a permis que l'emploi du mot patriarcat soit toléré quand on parle de violences sexuelles faites aux femmes. On le constate chaque jour, notamment à l'Assemblée nationale, dans tous les débats parlementaires sur la question des violences faites aux femmes, le mot patriarcat est mobilisé presque sur tous les bancs de l'Assemblée nationale. En revanche, quand on parle de violences sexuelles faites aux enfants, toute analyse qui nommerait le système de domination, à commencer par le patriarcat, mais aussi, et c'est peut-être encore plus important, la domination adulte, est disqualifiée et traitée de militante. C'est exactement comme ça qu'a été qualifié le travail de la Civise et notamment Édouard Durand lui-même
auquel on a reproché d'être un militant féministe, de n'avoir aucune neutralité. La neutralité, quand on parle de violences sexuelles faites aux enfants, c'est de ne pas nommer le système qui permet que, en France, toutes les 3 minutes, un enfant soit victime de viol ou d'agression sexuelle. Finalement, il y a 2 dominations dans notre société, la domination des hommes sur les femmes et la domination des adultes sur les enfants. Et vous le dites, vous êtes militante enfantiste. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, le mouvement enfantiste, c'est un mouvement qui a émergé il y a quelques années en France, à partir notamment des travaux du philosophe Tal Peter Bromerck, et également par la mobilisation d'une militante en particulier, qui s'appelle Claire Bourdille, qui a créé le collectif enfantiste. L'objectif de ce collectif, c'est de rendre visible ce que le philosophe Tal Peter Bro a nommé la domination oubliée, qui est la domination des adultes sur les enfants. Je me considère militante féministe et enfantiste parce que je crois, notamment en matière de violence sexuelle, que de penser le patriarcat sans penser la domination adulte, c'est passer à côté d'un problème structurel qui est que, en fait, quand on regarde l'ensemble des victimes de violences sexuelles, plus de la moitié, 60% des victimes de violences sexuelles l'ont été avant leurs 18 ans. Le patriarcat seul ne permet pas d'expliquer pourquoi les enfants ou les adolescentes en l'espèce sont encore davantage victimes de viols et d'agressions sexuelles que les adultes. Et dans ces affaires de violences sexuelles faites aux enfants, où se situent les principaux points de rupture ? Est-ce que c'est au niveau de la police, des juges, de la protection de l'enfance ou de la famille, peut-être ? Il me semble qu'il est confortable pour chacune d'entre nous, quelle que soit notre place dans la société et notre profession, de chercher à désigner un ou une coupable. Ça peut être un ou une coupable individuelle. C'est notamment ce qu'a fait Gérald Darmanin avec la procureure Doche. Mais il est aussi facile d'aller désigner la justice comme la seule responsable de l'impunité des violences sexuelles faites aux enfants, ou encore la seule police. C'est trop facile. C'est trop facile, puisque le fonctionnement de ces institutions est la conséquence de la manière dont nous, société, tolérons ces violences. Et je crois qu'il est important, et bien que ce soit extrêmement dérangeant, d'interroger notre responsabilité à chacun et chacune d'entre nous dans l'ampleur de ces violences. On parle de la justice, mais on sait que 80% des victimes de violences sexuelles dans leur enfance ne porteront jamais plainte. Le problème, ce chiffre-là, il dit d'abord la rupture de confiance. Je ne sais pas si on peut parler de rupture, en tout cas l'absence de confiance des victimes dans la justice. Et comment en être surpris quand on voit l'état des lieux de la manière dont la justice accueille et traite les plaintes pour violences sexuelles faites aux enfants. Mais l'immense majorité des victimes qui ne portent pas plainte révèlent ces violences. La plupart des victimes ont parlé, et de tout temps, des violences sexuelles qu'elles subissaient. En premier lieu, les enfants, quand ils révèlent les violences pendant l'enfance, c'est une minorité d'entre eux, puisque ce sont seulement 10% des enfants qui révèlent les violences au moment des faits. Donc à leur famille ou à leur professeur À leur famille en premier lieu, puisque dans près de 70% des cas, 7 enfants sur 10 se tournent vers leur mère pour révéler les violences sexuelles qu'ils ont subies, dans seulement 15% des cas à un ou une professionnelle. Et je vous coupe, est-ce que la parole de l'enfant est crédible aujourd'hui ? J'imagine qu'elle est quand même beaucoup plus qu'avant, mais est-ce que c'est assez suffisant ? Il y a évidemment, de la part de la société, une mise en doute systémique de la parole des enfants qui tient de manière générale à la question de la domination adulte sur les enfants. Quand on parle de traitement judiciaire, on peut mentionner l'affaire Outreau, qui a eu un impact qui a été renseigné par de nombreuses études sur le traitement judiciaire des violences sexuelles faites aux enfants et sur le fait qu'on met en doute la parole des enfants. Mais dans la société, le problème n'est pas tant qu'on ne croit pas les enfants, c'est plutôt qu'on ne les protège pas. À la Civise, on a montré, parmi les enfants qui ont révélé les violences alors qu'ils étaient enfants, que 45%, près de la moitié d'entre eux, ont été crus. Mais ils n'ont pas été protégés. Et à la fin, c'est moins d'un enfant sur 10 qui révèle des violences qui est cru et protégé. Protégé, ça veut dire
plusieurs choses. Ça veut dire d'abord faire cesser les violences. Ça veut dire porter plainte. Et ça veut dire permettre à l'enfant de bénéficier de soins spécialisés du psychotraumatisme pour éviter que l'enfant développe des conséquences à moyen et à long terme, conséquences dont on le sait également sont extrêmement graves. Mais il est possible de guérir après des violences sexuelles. Et ça, c'est un message qui me semble important de faire passer. On entend beaucoup, et c'est important de le dire, puisque c'est important de faire penser la gravité, l'extrême gravité des violences sexuelles faites aux enfants. Mais on entend beaucoup que les victimes seront à tout jamais brisées. Les victimes, dans notre société aujourd'hui, sont brisées précisément parce que l'État n'organise pas le déploiement et la prise en charge par la solidarité nationale de soins qui permettraient aux enfants de ne pas développer de conséquences gravissimes tout au long de leur vie. Ces soins, c'est justement une des préconisations de la loi intégrale. La loi intégrale qui suit les 82 recommandations de la Ciivise. Vous avez travaillé au sein de la Ciivise. La Ciivise a recueilli près de 30 000 témoignages, je le disais, plus de 80 recommandations, lesquelles auraient pu empêcher des drames comme celui de Liana. Je crois qu'on a besoin collectivement de se poser la question de qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour empêcher la mort de cette fille. J'ai entendu, il me semble, Sébastien Lecornu expliquer que la loi intégrale telle qu'elle est proposée par la coalition enfantiste et féministe n'aurait absolument rien changé à l'affaire Liana. Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. La loi intégrale, elle permet de construire une politique publique structurée qui instaure une culture de la protection des enfants et des femmes en travaillant aussi bien à la question de la prévention que de l'accompagnement des victimes et du traitement judiciaire. Parce qu'il y a 5 catégories dans cette loi. C'est ça. Une loi cadre, le principe d'une loi cadre, c'est de structurer une politique publique. Aujourd'hui, il n'existe pas de politique publique de lutte contre les violences sexuelles, qu'elles soient faites aux enfants ou aux femmes. Il n'y a pas d'indicateur, par exemple, d'évaluation des politiques publiques en matière de violences sexuelles, encore une fois, qui que soient les victimes. La Fondation des femmes avait fait un travail pour évaluer notamment le budget réellement dépensé par l'État pour lutter contre les violences sexuelles. Ce que montre l'étude de la Fondation des femmes, c'est que l'État dépense 20 centimes d'euros par an pour chaque victime de violences sexuelles. Et on ne parle là que des adultes. D'ailleurs, ce texte de loi intégrale estime que l'investissement annuel nécessaire est de 2,7 milliards d'euros. La Ciivise parlait plutôt de 10 milliards il y a quelques années. Alors, le travail qu'on a mené à la Ciivise, ça n'est pas l'évaluation des dépenses nécessaires pour une politique publique de protection, c'est le coût des violences sexuelles faites aux enfants pour la société. Notre idée à la Ciivise, c'était de se dire, si quand on dit que 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, c'est-à-dire qu'un enfant subit un viol ou une agression sexuelle toutes les 3 minutes, si quand on dit qu'un adulte sur 10 en France a subi des violences sexuelles dans son enfance, ça ne suffit pas à mobiliser les pouvoirs publics, alors il faut mobiliser leur langage. Et leur langage, c'est celui des dépenses publiques. Et donc, on a calculé, effectivement, ce que coûtent les violences sexuelles faites aux enfants chaque année, mais ce ne sont pas ce que coûtent les politiques publiques, c'est bien au contraire ce que coûte l'absence de politique publique. 70% de ces 9,7 milliards, près de 7 milliards, c'est le coût de l'absence, c'est le coût des conséquences à long terme des violences sexuelles faites aux enfants. Alors, il y a une des préconisations de cette loi intégrale, de cette loi cadre, c'est des juridictions spécialisées pour les violences sexuelles, en fait, un peu à l'image des parquets antiterroristes. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux propositions dans le débat public. Celui d'un parquet national
dédiés à la question des violences sexuelles et de l'autre côté des magistrats spécialisés. La Civise, et je partage cette recommandation, a préconisé la formation massive, initiale et continue de l'ensemble des magistrats et des magistrates aux violences sexuelles. Pour reprendre les termes de la justice, les violences sexuelles, qu'elles soient faites aux enfants ou aux femmes, sont un contentieux tellement massif que nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un parquet national comme si c'était une question qui concernait seulement quelques magistrats et magistrates. Ce problème concerne l'ensemble des acteurs et des actrices de la justice et donc il est impératif que l'ensemble d'entre eux et elles soient formés à cette question. Alors, vous dites quelque chose également, vous avez peur qu'avec l'affaire Liana, on soit tenté par le tout sécuritaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que ça veut dire, c'est... j'ai peur qu'on soit tenté par le tout sécuritaire. C'est pas tant que j'ai peur qu'on soit tenté par le tout sécuritaire, c'est que je vois que les propositions qui émergent déjà dans le débat public sont on se focalise trop sur la justice, sur le volet judiciaire. En fait, on a besoin, dans un moment d'émotion nationale comme celui qu'on est en train de vivre, de solutions magiques. C'est le concours Lépine des solutions magiques. Donc on va avoir la castration chimique. Bon, ça c'est un sujet qui revient tous les 5-10 ans dans le débat public. Tellement facile de se dire qu'il suffirait d'une mesure comme celle-ci pour mettre un terme à la pédocriminalité. C'est encore une fois oublier que la pédocriminalité n'a rien à voir avec une pulsion sexuelle qui pourrait être résolue par la castration chimique des rares agresseurs qui sont condamnés par la justice, d'une part. Et ensuite, bien sûr, on se focalise sur le traitement judiciaire, mais à la fois la société comme les pouvoirs publics, puisque c'est aussi dans nos représentations et dans les représentations des pouvoirs publics ce qui coûte le moins d'argent. Et c'est surtout plus facile de pointer la responsabilité de la justice ou d'un traitement judiciaire qui serait défaillant que d'assumer le fait que ce que nous avons à mener en matière de lutte contre les violences sexuelles, c'est une bataille culturelle qui prendra du temps et qui nécessite que collectivement, nous nous mettions d'accord sur le diagnostic. Le diagnostic, ça n'est pas que les agresseurs ne passent pas suffisamment de temps en prison et donc qu'il faut augmenter les peines ou encore mettre en place la perpétuité pour les serial pédocriminels. D'abord, serial pédocriminels. Qui sont les serial pédocriminels ? D'emblée, rien que ce vocabulaire, il permet d'invoquer l'image du serial killer qu'on voit dans les séries, etc. On sait qu'un agresseur, en moyenne, fait toujours plusieurs victimes. Donc on parle de qui ? On parle de l'ensemble des pédocriminels ? On va mettre l'ensemble des pédocriminels en prison pour toute la vie ? Mais enfin, s'il y a 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année et un adulte sur 10 qui est concerné, combien y a-t-il de pédocriminels en France ? Est-ce qu'on veut mettre la moitié de la population ? J'exagère évidemment, puisqu'on sait que chaque agresseur fait plusieurs victimes. Est-ce que c'est ça ce qu'on veut pour notre société ? Moi, je crois que la question de la bataille culturelle, elle est évidemment plus difficile dans un contexte électoral notamment. Elle implique des propositions politiques qui ne tombent pas dans la démagogie et qui ne propose pas de solution magique. Quiconque aujourd'hui propose des mesures qui devraient permettre du jour au lendemain de faire cesser les violences sexuelles est démagogique. Finalement, ce que vous dites, c'est que notre société est malade et que déjà, ça commence par reconnaître que la société est malade. Notre société est malade du patriarcat et de la domination adulte et il est impératif que ce soit en ces termes que nous parlions des violences sexuelles faites aux enfants. Alors ça passe par la justice, ça passe par l'école, par la santé, ça passe également par la famille. Quel conseil vous donneriez à des parents qui élèvent des petits garçons et des petites filles, justement ? Alors, quand on parle des parents, le premier... alors, je ne vais pas me mettre à donner des conseils aux parents. En revanche, j'ai l'impression qu'une question qui doit être abordée, c'est celle de la position des parents aujourd'hui qui se sentent
terrifiés par le débat public. C'est ce qu'on pourrait qualifier d'une panique morale. On a vécu la même il y a quelques semaines, quelques mois sur la question du périscolaire, où on a vu des parents soit retirer en masse, soit appeler à retirer en masse leurs enfants du périscolaire, jusqu'à proposer des mesures effrayantes qui consisteraient à retirer l'enfant du périscolaire pour le confier aux grands-parents. Quand je parle de faire le bon diagnostic, c'est reconnaître aussi que les enfants, comme les femmes, pour les enfants comme pour les femmes, le plus grand danger et le plus grand risque de subir des violences sexuelles, c'est au sein de la famille. Et ça implique évidemment d'interroger la plus puissante des institutions dans notre pays, qui est la famille. Donc moi, ce que je voudrais dire au sujet des parents, c'est que ce qu'on a constaté à la Ciivise, notamment quand les violences sexuelles sont commises dans des institutions. Des institutions, ça peut être l'école, le club de sport ou encore l'église, par exemple, puisque c'est une institution dans laquelle il y a eu beaucoup de violences sexuelles. Ce qu'on a observé systématiquement, c'est que le réflexe des parents, c'est de retirer l'enfant du club de sport, du périscolaire, etc. Et c'est un réflexe profondément humain, mais qui va à l'encontre des besoins de l'enfant. Un enfant a besoin de jouer avec ses camarades. Il a besoin d'aller faire du sport. Il a besoin d'être en contact avec d'autres enfants de leur âge. Et dans la manière dont nous réagissons collectivement à ce qu'on appelle ces scandales, ces affaires, c'est en fait la peur des adultes qui ne protège pas les enfants. Nous cherchons des solutions pour nous rassurer en tant qu'adultes, sans tenir compte de la manière dont elles vont effectivement ou non protéger les enfants. Alors, c'est bientôt la fin de cet entretien. Vous l'avez dit également dans la tribune, hein, la question n'est plus que faire, nous le savons, elle est pourquoi nous ne le faisons pas. C'est quoi votre réponse ? Parce que nous sommes une société malade du patriarcat et de la domination adulte. Alice Guéraud, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes ancienne responsable du plaidoyer de la Ciivise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.